Des bras et des mains pâles, avec un vernis rouge vif comme je n'en avais jamais vu, ont commencé à agripper mes genoux. Un jour, quand j'avais entre 5 et 7 ans, j'ai fait un rêve étrange. J'étais dans mon lit, éveillé, les pieds tournés vers la porte. Soudain, la porte s'est ouverte en grinçant, et l'un de mes jouets d'enfance, que j'appelais bébé ours, est entré en titubant. J'étais content de le voir. Mais l'ambiance a changé brusquement quand un autre ours en peluche est apparu, cette fois avec la tête de mon père cousue dessus, le visage figé dans une expression vide et sans vie. Mon sourire a disparu instantanément et je me suis réveillé en sursaut. J'aimerais pouvoir être plus précis, mais quand j'essaie de me souvenir du rêve, tout est flou. Je vais faire de mon mieux. J'étais poursuivi par une silhouette humaine, mais déformée, presque irréelle. J'ai réussi à me réfugier dans une pièce et je me suis enfermé à l'intérieur. Elle n'essayait pas de forcer la porte, non. Elle essayait de me convaincre de sortir. Alors je suis resté là, caché, pendant des jours, à prier Dieu pour qu'elle disparaisse. Et puis, plus rien. Un silence total. J'ai approché mon oreille de la porte, j'ai tendu l'oreille, cherchant le moindre bruit. Et c'est là que je l'ai entendu. Une voix déformée, tordue, qui m'a murmuré « Je ne partirai pas ». Cette phrase m'a brisé. Elle a anéanti le peu d'espoir que j'avais encore. Je pensais qu'après quelques jours, elle aurait perdu tout intérêt pour moi. Et c'est à ce moment-là, heureusement, que mon frère m'a réveillé. Je pleurais dans mon sommeil, sans même m'en rendre compte. C'était comme voir tout un espoir construit lentement se faire écraser en une seule phrase. Je sais qu'il s'est passé bien plus de choses dans ce rêve. Je le sens. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Je viens de me réveiller. J'ai dû allumer les lumières et prendre un moment. J'étais vraiment terrifié, et pour être honnête, ça faisait des années que je n'avais pas fait un rêve de ce genre. C'était pourtant très simple. J'étais dans une sorte de fête d'anniversaire, dans une maison, comme un anniversaire d'enfant. La musique jouait, tout le monde avait l'air de passer un bon moment. On était réunis par petits groupes, à discuter, à rire. C'était une ambiance normale, comme dans la vraie vie quand tu te retrouves à un événement social et que tu n'attends absolument rien de bizarre ou de mauvais. Et puis, sans avertissement, les gens se sont mis à hurler. J'ai regardé autour de moi et tout le monde semblait terrifié, mais pas à cause de quelque chose d'extérieur. C'était comme s'ils prenaient soudain conscience de quelque chose d'horrible, quelque chose que leur esprit ne pouvait même pas comprendre. Comme si un acide mental avait commencé à ronger leur perception. Et moi aussi, j'ai commencé à le sentir. J'observais les enfants, perdus, incapables de comprendre ce qui se passait, en pleurs. Les personnes âgées restaient assises, silencieuses, comme figées. Et là, ça m'a frappé de plein fouet. Cette impression que tout était faux, que je n'existais pas vraiment, ou que je n'étais pas censé être là. Que tout ça, cette fête, ces gens, le monde autour de moi, n'était qu'un décor. Un simple montage. Quelque chose dans la logique du monde venait de se casser, et mon cerveau essayait désespérément de rassembler les morceaux, mais rien ne collait. Ce sentiment de vide, d'irréalité, m'a poursuivi jusque dans mon réveil. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encore dedans. Même maintenant, le vrai monde me semble étrange, comme une vitrine, comme une façade. Il m'a fallu un moment pour retrouver mes esprits. Mon cœur battait à toute allure. Et pendant un bref instant, j'étais perdu. Ma propre chambre ne me paraissait plus mienne. Depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle chambre, il se passe quelque chose de vraiment étrange. Nous nous réveillons tous en pleurs. Tous les trois, moi, mon compagnon et même notre chien. Cette nuit, vers 3 heures du matin, mon compagnon m'a réveillé en me serrant fort dans ses bras. Il m'a dit que j'étais en train de hurler, mais ce n'était pas un cri humain, selon lui. Il a décrit le son comme un hurlement aigu, presque animal.
comme celui d'un chien. Nous avons emménagé dans la chambre principale en octobre. Avant ça, on dormait au rez-de-chaussée, derrière quelques cloisons, parce que je louais la chambre principale sur Airbnb. Et pour être honnête, je n'ai pas dormi dans cette pièce depuis environ 10 ans. Entre 2006 et 2008, j'étais dans une relation très traumatisante. C'est aussi dans cette chambre que je dormais à l'époque. Et je n'ai pas pu y remettre les pieds pendant longtemps. Depuis qu'on y dort de nouveau, on remarque que la chambre est anormalement froide. C'est un froid particulier, presque localisé. On sent comme un courant d'air, mais on ne parvient pas à identifier d'où il vient. Il n'y a pourtant aucun décès qui a eu lieu dans cette maison ni dans les logements voisins, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fantôme, mais ça donne vraiment l'impression qu'on est hanté. Je ne me souviens pas de grand-chose en me réveillant, si ce n'est que je disais quelque chose comme « lâche-moi » ou « sors de moi ». Mais pour être juste, mon copain me tenait dans ses bras à ce moment-là, donc c'était peut-être lié à ça. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait se passer ici ? J'ai dormi avec un patch de nicotine, et j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. Tout semblait terriblement réel. J'ai fait une attaque de panique nocturne. Je suis certain à 100% que c'est le patch qui a provoqué ça. Je sais que ça peut causer des rêves intenses, mais je me suis endormi sans vraiment y penser. J'étais paralysé, coincé dans une pièce pendant des heures, sans savoir où j'étais. J'avais mon téléphone, je pouvais bouger les mains, mais mes jambes étaient paralysées. Je tentais désespérément de contacter des gens, mais sans succès. Il y avait des créatures autour de moi. Je ne les voyais pas, mais je sentais leur présence. Je réussissais parfois à m'échapper, puis je me réveillais à nouveau dans ce lit. Encore et encore. Ça a duré des heures. L'une de ces créatures s'est transformée en mon père. Il n'a jamais vraiment été présent dans ma vie, et il est atteint d'un cancer. Il me disait à quel point il m'aimait. Je pleurais à chaudes larmes dans le rêve. Il m'a tendu la main, et je l'ai senti. Je sentais sa main. Tellement de choses se sont passées. Beaucoup trop. À la fin, j'essayais d'appeler les urgences sur mon téléphone, mais je n'avais aucun réseau. Puis je me suis réveillé. Et maintenant, est-ce que ça, c'est la vraie vie ? J'ai été tellement enfermé dans cette boucle de réalité fausse que j'ai peur de me réveiller à nouveau dans cette chambre. Je pense que j'ai besoin d'aide. Une aide réelle, professionnelle. C'était trop. Ma vie est déjà extrêmement difficile en ce moment, et ce rêve n'a fait qu'ajouter du poids à ce que je porte. Je me suis réveillé avec une douleur à la poitrine, signe que je venais de faire une attaque de panique. J'étais d'ailleurs aux urgences vendredi dernier à cause d'une crise tellement intense que j'ai cru avoir un problème au cœur. J'aime mon père. Il a juste choisi de ne pas faire partie de ma vie, et il vit très loin de moi. J'étais dans une sorte de supermarché, et dans le rayon des surgelés, tout au fond d'un congélateur, il y avait un paquet bien caché. Ce paquet contenait un démon capable de communiquer par télépathie. Apparemment, j'avais conclu un pacte avec lui, et maintenant je devais accomplir des tâches, lui rapporter des choses pour le rendre plus fort, jusqu'à ce qu'il puisse sortir de son emballage et devenir un démon à part entière. Il y avait aussi plusieurs personnes dans le magasin avec qui j'interagissais régulièrement. Parmi elles, un homme excentrique que j'avais moi-même décrit, au beau milieu du rêve, comme cinglant et extravagant, parce que pour une raison inconnue, je racontais tout ça comme si je faisais la narration d'un livre. Il ressemblait un peu à Magaldi dans Evita, avec un mélange de Ronald de la série Miss Fortune Mystery et de Léo Jets dans L'Arme Fatale. Il portait toujours une chemise hawaïenne. Il y avait aussi une femme qui ressemblait à une prof de yoga, mais je n'ai jamais réussi à voir son visage. Elle était souvent dans le rayon des barres de céréales et se plaignait de problèmes de digestion. Et puis, il y avait une employée plus âgée, toujours présente dans les rayons, gentille, toujours prête à aider tout le monde. Bref, je remplissais les tâches que le démon me confiait. Sur l'emballage, il ressemblait à un Furby marbré dans des teintes bleu ciel, blanc et rose. Mais quand il me parlait,
que je le visualisais, c'était une sorte de dragon aux mêmes couleurs, avec des piques blanches lumineuses. Ses yeux ressemblaient à du quartz fumé, gris, translucide, avec des éclairs de lumière à l'intérieur. L'une des premières tâches a été d'empoisonner la femme aux problèmes de digestion. Il fallait que je glisse quelque chose dans les barres de céréales qu'elle achetait toujours. J'étais hésitant, mais je l'ai fait. Elle a acheté la boîte. Le lendemain, elle est revenue pour essayer d'obtenir un remboursement, pensant que les barres étaient périmées. Pendant sa discussion avec l'employé, elle a soudain couru aux toilettes, et c'est là qu'on l'a retrouvée morte. Je n'ai su qu'elle était décédée qu'après avoir accompli la tâche suivante, voler les dents de l'homme excentrique pour les remettre au démon. À ce moment-là, je ne savais plus trop ce que je faisais. C'était comme si le démon avait complètement pris le contrôle de mon esprit. Je n'éprouvais plus aucune hésitation. J'ai volé les dents de l'homme en pleine nuit, puis je suis retourné au supermarché pour les livrer au démon. C'est là que j'ai vu les bandes de scènes de crime autour des toilettes. J'ai compris qu'elle était morte, et que c'était moi qui l'avais tuée. J'ai dit au démon que je ne voulais plus l'aider. Il s'est mis en colère. Avant que je puisse m'enfuir, il a pris possession de mon corps pour s'en libérer. J'ai tué l'employé à ce moment-là, et c'est seulement après que j'ai réussi à chasser le démon de ma tête. Mais il était trop tard. J'étais rongé par la culpabilité. Alors j'ai sauté d'un immeuble, et c'est là que le rêve s'est terminé. La nuit dernière, je faisais un mauvais rêve, du genre que je fais de temps en temps. En général, ça se passe comme ça, je suis en train de conduire dans un endroit inconnu, et je ne remarque pas que la route que je prends se termine brusquement en forme de T. Si je continue tout droit, je fonce droit dans le vide. D'habitude, je ressens cette sensation horrible dans le ventre, comme une chute, et je me réveille juste avant de m'écraser au sol. Mais cette fois, j'ai réalisé que j'étais en train de rêver juste avant de commencer à tomber. Alors j'ai fait ce que je fais d'habitude quand je prends conscience d'un cauchemar, je me suis dit « Allez, merde à tout ça » et j'ai essayé de me réveiller. Sauf que cette fois, ça n'a pas marché. Je me suis réveillé, mais toujours dans mon rêve. J'ai compris assez vite que ce n'était pas le vrai réveil. Pas grave, je me suis dit, je vais juste essayer de me réveiller pour de vrai cette fois. Et je me suis à nouveau réveillé, encore dans un rêve. Et ça a recommencé. Encore. Et encore. Aucune de mes tentatives ne fonctionnait. Je commençais à paniquer, je réessayais de plus en plus vite, de plus en plus désespérément. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête, est-ce que je suis mort? Est-ce que c'est ça, mourir? Et au bout d'un moment, j'ai fini par vraiment me réveiller. En haletant. Le souffle court. Comme si j'étais resté en apnée pendant toute cette chute. Je crois que c'est le pire cauchemar que j'ai jamais eu. Je n'avais jamais vraiment pensé que j'étais en train de mourir tout en dormant. Pas consciemment. Pas comme ça. Tout a commencé dans une version étrange, déformée de mon jardin. Je voyais un petit garçon jouer innocemment près des buissons. Puis, d'un coup, tout a changé. Une coupure nette, comme un flashback au coucher du soleil. Cette fois, c'était un adolescent qui se trouvait dans le jardin, en train de taper dans un ballon de foot. Il aperçoit une fille à travers les feuillages. Elle s'approche, commence à lui parler, à le séduire doucement. Elle l'invitait à entrer chez elle, enfin, dans une sorte de mélange dérangeant entre ma cuisine et mon salon, comme si les deux pièces avaient fusionné. Elle l'embrasse, et comme on pourrait s'y attendre d'un ado, il est surexcité. Ils finissent sur le canapé. Elle commence à lui faire une fellation. Et c'est à ce moment précis qu'il voit, posé sur la table de la cuisine, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant, une tête humaine, encore reliée à une colonne vertébrale ensanglantée, avec de la chair arrachée un peu partout. Rien de propre, c'était brutal, déchiqueté, comme fait par une créature. Le garçon devient livide, figé par la terreur. Et là, la fille lui murmure, « N'aie pas peur, ce sont de bonnes bactéries. »
Je n'ai toujours aucune idée de ce que ça voulait dire. Le garçon panique, tente de s'échapper, mais il est déjà trop tard. La fille s'est transformée, elle commence à le dévorer vivant. De gigantesques dents semblables à celles d'un morse sortent de sa bouche qui s'étire de manière surnaturelle. Elle l'engloutit peu à peu, le torse, les bras, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa tête, encore attachée à une colonne de chair. Elle révèle enfin sa véritable apparence. Je ne saurais même pas la décrire. C'était à la fois humain, monstrueux, charcuté, difforme, un amas de chair, de plaies ouvertes, de formes qui n'avaient rien à faire ensemble. Elle sort en titubant, le ciel est désormais teinté d'un crépuscule profond. Elle parle toute seule, d'une voix basse et glaçante. De cette manière, je vois à travers leurs yeux, de cette manière, je deviens eux. Et là, le rêve revient au petit garçon du début. Il est toujours là, dans les buissons, des jumelles à la main. Il observe, sans comprendre, pendant que la même fille s'approche de lui, affichant un sourire doux et chaleureux. Puis tout s'arrête. Je ne me souviens que de certains fragments, mais c'est suffisamment effrayant pour que je garde en tête les moments les plus horribles. Ce dont je me rappelle, c'est d'avoir vu une personne au corps presque cadavérique, mais avec une tête tout à fait normale. Elle s'est redressée en disant quelque chose comme « elle m'a eu ». Juste après, j'ai entendu une voix de vieille femme, grave et grinçante, qui a dit un truc du genre « et toi, tu es le prochain ». Soudain, un autre corps s'est redressé derrière l'homme, mais celui-là n'avait pas de tête. L'homme était désormais debout, et c'est à ce moment-là que mon corps est devenu raide, avant de tomber au sol. L'autre silhouette avait disparu, et de longs doigts ont commencé à s'approcher de mon visage. C'est là que j'ai vu une femme, à l'apparence presque démoniaque, une vieille femme au visage cousu à son crâne. Son cou et le reste de son corps semblaient aussi être attachés à cette tête, comme rapiécés à la manière d'un monstre de Frankenstein. Je ne sais plus si son corps était celui de l'homme ou un corps âgé et en décomposition, mais je m'éloigne du sujet. J'étais totalement paralysé. Elle se tenait au-dessus de moi, sa main s'approchait lentement de mon visage. Juste avant qu'elle ne me touche, elle a prononcé une autre phrase, quelque chose comme « Je vais bien m'amuser avec toi ». À ce moment-là, ma vision s'est éteinte, et mon corps ne m'appartenait plus. J'avais l'impression que mon visage était collé sur quelqu'un d'autre. En baissant les yeux, j'ai vu que j'avais un corps vieux, pourri, avec une peau rugueuse et ridée, comme elle. C'est là que je me suis réveillé, terrifié. Certains détails sont peut-être inexacts, j'ai déjà oublié des parties du cauchemar, mais j'ai fait de mon mieux pour me souvenir. Ce qui me dérange surtout, c'est que j'ai fait un autre cauchemar la même nuit, lui aussi impliqué une vieille femme. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je trouve inquiétant, c'est que ces deux cauchemars tournent autour de cette même figure. Une vieille femme. Une présence. Une menace. Je faisais un rêve où je nageais dans une immense piscine luxueuse. Ensuite, je suis rentré dans ma maison au style cybernétique, remplie de robots qui me donnaient des serviettes, des boissons, tout ce dont j'avais besoin. Mais soudain, une silhouette sans visage a traversé un mur. Elle m'a tendu un miroir. J'ai regardé dedans, et au lieu de mon reflet, j'ai vu un visage démoniaque. Immédiatement, j'ai été téléporté dans une sorte de néant. Une voix chuchotée, grave et sifflante, a dit « Tu te souviens d'eux ?» Puis j'ai été projeté sur un pilier. En dessous de moi, un vide noir. Au-dessus, une lumière. Et la voix a repris, pourri. J'ai alors chuté. Plongé dans le vide. Je me suis retrouvé dans un couloir sombre. J'étais désorienté, perdu. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Fort. Rapide. Quelque chose courait vers moi. Mais avant que je ne puisse bouger ou voir quoi que ce soit. Je me suis réveillé. En sueur froide, avec le bas de mon pyjama mouillé. J'étais complètement figé, incapable de bouger pendant presque 10 minutes. Quand j'ai enfin pu me lever, je suis allé me changer,
et j'ai fini par aller dormir dans la chambre d'amis. J'ai fait un rêve assez marquant. Je me suis réveillé, je suis sorti de la maison et j'ai marché à travers tout le quartier. En chemin, j'ai croisé un homme et une femme qui marchaient sur le trottoir. Elle portait une robe blanche élégante, ornée de boutons transparents. Soudain, on a entendu un bruit étrange. On a levé les yeux vers le ciel, et on a vu des nuages de poussière et des fragments de roches flotter lentement avant d'entrer en collision. L'impact a provoqué une énorme explosion qui a secoué tout le système solaire. Une nouvelle étoile venait de naître. Peu après, j'ai commencé à ressentir une douleur intense à la tête, comme si les rayons gamma étaient en train de griller mon cerveau. Ma peau a commencé à brûler, à cuire littéralement. Tout le monde autour paniquait, en feu, criant. Mais moi, je ne pensais plus vraiment, pas par peur, mais à cause des radiations. J'ai essayé de me protéger la tête avec les mains, mais ça ne servait à rien. Je suis retourné chez moi en courant, mais il n'y avait plus personne. Avec un ami, on a couru vers une maison luxueuse. En traversant un autre quartier, on a vu des maisons en flammes, des corps déjà réduits en cendres. Et là, ça devient complètement bizarre. Je me suis retrouvé dans le garage de la mère de Marquis Plié, avec une voiture noire hyper classe. Pour une raison inconnue, j'étais en train de me goinfrer, et quand je l'ai vu arriver, j'ai été tellement surpris que j'ai caché de la nourriture mâchée dans mon t-shirt en lui disant bonjour. On est entré chez lui et on a découvert un immense trou sous les lattes du plancher. Plusieurs tunnels descendaient dans la terre. Il nous a expliqué qu'on pouvait vivre en sécurité sous terre. Très vite, sa maison a pris feu, alors on est descendu. En bas, tout était calme et magnifique. Il y avait des bibliothèques, des gens, de la nourriture. À un moment, j'ai vu une sorte de schéma montrant notre vue depuis la Terre, la Lune, le Soleil, une étoile très lointaine, et la nouvelle étoile, juste devant le Soleil. Elle n'était pas du tout influencée par la gravité, mais bon, les rêves n'ont rien de réaliste. Pour une raison inconnue, je suis ressorti à la surface. Le paysage était infernal. J'ai regardé le soleil et j'ai été temporairement aveuglé. En redescendant, j'ai vu que la terre fondait. Des trous apparaissaient partout, et à travers eux, on pouvait voir les étoiles, en haut, en bas, sur les côtés. J'avais l'impression d'être coincé à l'intérieur d'une éponge cosmique. La Terre tournait à une vitesse folle, et je devais esquiver les trous qui laissaient entrevoir cette nouvelle étoile. Puis le rêve s'est arrêté. Je repense souvent à ce genre de truc, et ça me fout encore la trouille. Imaginez quelque chose d'aussi immense, d'aussi puissant, que l'humanité ne peut pas contrôler, un événement cosmique que tu peux voir venir à travers les étoiles, et qui te tue lentement, dans la douleur. J'étais tranquille, je passais une bonne journée, je me sentais bien. Puis, d'un coup, je me suis effondré. Inconscient. Je me suis réveillé peu après dans une pièce sombre. Il y avait une vieille femme. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je pouvais sentir qu'elle était profondément maléfique. Juste sa présence me mettait mal à l'aise. Elle m'a souri, puis m'a injecté quelque chose avec une seringue. Mon corps s'est engourdi, ma tête a commencé à tourner. Elle a sorti une scie à os. Elle m'a encore souri, plus longuement cette fois. Puis elle a commencé à me scier les bras. Je ne ressentais aucune douleur, seulement de la peur, de la confusion et une tristesse immense. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais rien. Ensuite, elle a pris mes bras et les a recousus sur mes tempes. Je sentais ma tête devenir lourde, comme si chaque bras ajoutait un poids insupportable à mon crâne. J'essayais de comprendre, de bouger mes bras, mais rien. Aucun mouvement. Juste cette sensation bizarre, ce vide. Une fois son travail terminé, elle m'a laissé partir. Je suis rentré chez moi. Ma mère était là. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à hurler. Mon Dieu, son visage, son expression restera gravée dans ma mémoire. Et moi, je lui répétais encore et encore, « Ça va maman,
ça va, je te jure. J'étais toujours perdu, sous l'effet de ce qu'elle m'avait injecté. Je ne savais toujours pas ce qui s'était réellement passé. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais besoin de comprendre. Je suis allé dans la salle de bain, devant le miroir. Et là, je l'ai vu. Je n'avais plus de bras. J'étais couvert de sang. Mes propres bras étaient cousus à mes tempes. Je ne sentais plus rien, je n'avais aucun contrôle sur eux. J'ai juste hurlé, pleuré, incapable d'accepter ce que je voyais. Et puis je me suis réveillé. En sueur, en pleine nuit. Le cœur battant à tout rompre. J'avais trop peur pour me rendormir. Je ne veux plus jamais revoir ça. J'avais environ 6 ou 7 ans quand j'ai commencé à faire un rêve récurrent. J'étais seul dans un parking souterrain. Il faisait sombre, brumeux, et j'étais toujours en pyjama, exactement ce que je portais ce soir-là. Pieds nus. Figé sur place, incapable de bouger. Une silhouette sombre apparaissait lentement à travers la brume. Elle n'était jamais pressée, parce qu'elle savait que j'étais coincé. Elle était immense, avec de très longs bras et des ongles pointus qu'elle traînait contre le béton, ce qui faisait un bruit insupportable. Sa bouche était remplie de dents acérées, tellement nombreuses qu'elle ne pouvait même pas la fermer complètement. À chaque fois, la créature finissait par m'atteindre, s'accroupissait, et enfonçait ses ongles dans mes côtes, puis je me réveillais. Encore aujourd'hui, je déteste qu'on me chatouille. Et j'ai une peur viscérale de tout ce qui pourrait toucher ou appuyer entre mes côtes. Il est à peine 6 heures du matin chez moi, et je suis complètement secoué. Impossible de me rendormir. Les détails commencent déjà à s'effacer, mais l'horreur, elle, est encore là, bien présente. Je suis dans un avion avec mon père, une femme que je ne connais pas et sa petite fille d'environ 4 ans. Le pilote a des difficultés à atterrir. Dehors, le paysage ressemble à une vidéo vaporwave des années 80, avec des montagnes déchiquetées et un brouillard qui tourbillonne. La femme est assise derrière moi et tient sa fille devant le hublot quand soudain l'avion plonge violemment et la fenêtre s'ouvre. La fillette est littéralement déchiquetée, emportée par le vide, pendant que sa mère hurle, agrippée aux morceaux ensanglantés de son enfant. C'était de la pure boucherie. Saut dans le temps. On vole encore un peu dans l'angoisse, les hurlements de la femme résonnent toujours quelque part. Finalement, on atterrit. On est dans la maison de mes parents. La femme et le pilote ont disparu, je ne sais plus comment. Il y a un autre enfant ici maintenant, peut-être la même petite fille. Et il ne reste plus que moi, elle et mon père. Lui est de bonne humeur. Il m'annonce qu'il va quitter la maison, laissant entendre que lui et ma mère divorcent. Au début, je suis surpris, mais dans l'état de rêve où je suis, j'accepte l'information comme si je l'avais juste oubliée. Il me demande si je veux bien aller faire des courses déco avec lui pour son nouvel appartement, ce que je prends comme un geste touchant. Je lui réponds bien sûr. Il sort chercher quelque chose dans sa voiture, plaisantant encore sur son sens désastreux de la décoration. Mais en ouvrant la porte d'entrée, panique totale, 2 hommes armés se tiennent juste devant. Ils lèvent aussitôt leurs armes vers lui et vers moi. Je crois que je veux crier, mais je n'arrive qu'à souffler un « oh mon Dieu » en me plaçant devant la petite fille, toujours là, pour la protéger. Les hommes entrent sans attendre. L'un tient une arme longue, l'autre un pistolet. « L'un de vous va chercher tous les bijoux maintenant », dit celui avec l'arme longue. Mon père grimpe à l'étage en courant, presque à 4 pattes, pendant que les deux me tiennent en joue. Garde les mains où je peux les voir. Y a quelqu'un d'autre ici ? Je secoue la tête frénétiquement. J'ai les larmes aux yeux, je suis terrifié. Mon père redescend. Il s'approche d'eux. Sans que je comprenne comment, il sort un pistolet et le pointe sur la tête de l'homme armé. L'autre, celui au pistolet, tire immédiatement une balle dans la tête de mon père. Il s'effondre au sol. La dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller, c'est le sang qui coule lentement sur son visage. Il est mort, c'est sûr.
Et c'est là que ça devient vraiment effrayant. Je me réveille à moitié. Je comprends que je viens de faire un cauchemar. J'ouvre les yeux, encore engourdi, et j'ai l'impression de voir une ombre derrière moi, projetée contre le mur. Elle se retire lentement dans la lumière. En même temps, j'entends le son très clair d'une porte-fenêtre qu'on referme. Panique. Quelqu'un est dans ma maison. Il me faut un moment pour me rappeler où je suis. Je n'ai pas de porte-fenêtre ici. Pourtant, je reste figé, paralysé par la peur pendant encore une bonne minute. J'ai fini par me lever et vérifier toutes les serrures. Et maintenant, j'ai peur de retourner me coucher. C'est dans ce genre de moment que je déteste vivre seul. Ce matin, je prends un verre à l'aube. J'ai fait un cauchemar, quelques nuits après avoir emménagé dans un nouvel endroit. J'ai rêvé que je me réveillais en pleine nuit à cause de quelqu'un qui s'introduisait chez moi et fouillait partout. Je me souviens d'avoir été terrifié. J'essayais de faire semblant de dormir, mais j'ai accidentellement bougé la jambe, ce qui a fait un petit bruit. La personne s'est approchée de moi. J'ai continué à faire semblant de dormir, le cœur battant à toute vitesse. Et puis, je me suis fait tirer une balle dans la tête. Je me souviens avoir ressenti une pression soudaine sur mon crâne, juste au moment où j'ai entendu le coup de feu. Puis une sensation immédiate d'engourdissement. Et un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Parfois, je me demande si je ne suis pas vraiment mort cette nuit-là, et si tout ce que je vis depuis n'est qu'une sorte d'illusion. Un monde artificiel. Une bulle de conscience qui flotte entre la vie et la mort. Et rien que d'y penser, ça me fout une trouille pas possible. Quand j'étais en CM1 et CM2, je faisais souvent le même cauchemar. Je me réveillais dans une pièce sombre, qui n'était pas ma chambre. Je m'en souviens très clairement, il y avait une porte à gauche, un escalier dans le coin, une fenêtre en face du lit, et 2 portes de placard sur le mur de droite. Ce n'était pas ma chambre, ni aucune autre pièce que je connaissais. À chaque fois, dans le rêve, je me redressais, je regardais autour de moi, et je sentais comme une présence qui m'observait depuis l'ombre. Je me mettais à paniquer, à hyperventiler, persuadé que quelque chose était là. Et à chaque fois, je finissais par voir 2 yeux brillants apparaître dans le coin sombre, juste sous la fenêtre, en face du lit. Dès que je croisais leur regard, je me mettais à hurler et je me réveillais en sursaut. Ce cauchemar me hantait presque toutes les nuits. Puis, en 6e, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma meilleure amie. On s'est retrouvés en binôme par hasard pour un exposé, et on s'est tout de suite super bien entendus. Pour bosser sur notre projet et mieux faire connaissance, on a décidé de faire une soirée pyjama chez elle ce week-end-là. Au début, rien ne m'a semblé bizarre dans sa chambre. On a bossé sur le projet, papoté, rigolé. Puis, en pleine nuit, je me suis réveillé pour aller aux toilettes, et là, en me redressant dans son lit, dans le noir complet, j'ai reconnu la pièce. C'était la pièce de mes cauchemars. Vu depuis son lit, dans cette obscurité silencieuse, c'est là que j'ai compris. Je l'ai réveillé sur le champ et je lui ai tout raconté. On a eu des frissons partout, on était complètement flippés. Mais après cette nuit-là, je n'ai plus jamais refait ce cauchemar. Mais attends, c'est pas fini. On est restés meilleurs amis pendant des années. Et un jour, bien plus tard, on a reparlé de cette histoire, ce qui nous a amenés à discuter de nos cauchemars d'enfance. Elle m'a alors décrit un rêve récurrent qu'elle faisait souvent quand elle était petite. Elle tenait une palette de peinture, et chaque tache de couleur sur la palette représentait un cauchemar différent. Elle plongeait littéralement dans chaque tache, vivait l'horreur qu'elle contenait, en sortait, puis replongeait dans la suivante, encore et encore. Pendant qu'elle me racontait ça, mes poils se sont hérissés, et j'ai commencé à pleurer. Parce que j'avais fait exactement le même rêve plusieurs fois, avant même de la connaître. Depuis, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être un lien entre nous qui remonte à bien avant cette vie, ou qui vient de quelque chose de cosmique. On ne sait pas trop, mais bon sang, ça nous donne encore des frissons rien que d'en parler.
J'étais dans mon ancien collège, mais quelque chose clochait. L'éclairage était faible, presque sombre, et tous mes amis de l'époque étaient là, mais on avait tous la vingtaine, moi y compris. Pour faire court, je portais une veste de costume, sans rien en dessous. Et c'est là que j'ai tilté, je ne ferais jamais ça en vrai. Donc je devais être en train de rêver. C'est à ce moment-là que tout a basculé. 3 personnes sont venues vers moi. Je les connaissais toutes dans la vraie vie. On a commencé à discuter, normalement, jusqu'à ce que je fixe l'un d'eux droit dans les yeux et que je dise simplement « Tu n'es pas réel ». Son visage s'est figé, il est devenu complètement sérieux, ses yeux ont viré au noir, et il a commencé à m'étrangler. C'est là que je me suis réveillé. J'ai fait un rêve où, mystérieusement, j'étais tombée enceinte, alors que je n'avais jamais eu de rapport sexuel et que j'étais complètement vierge. La réaction de ma famille a été de l'excitation, ils me posaient plein de questions sur l'identité du père. Comme je n'en avais aucune idée, j'ai répondu que c'était un secret. Mais mes parents, ainsi que le reste de ma famille, n'arrêtaient pas de me harceler avec cette question. À la fin, j'ai craqué et j'ai avoué que je ne savais pas du tout qui c'était, que j'étais terrifié. C'est là que mon père a dit qu'il pensait savoir, mais qu'il valait mieux que je ne sache pas. Le rêve a ensuite sauté dans le temps, j'étais bien plus avancé dans la grossesse, sur le point d'accoucher. J'étais en train de supplier mon père, qui est le père ? Il faut que je le sache, le bébé devra le savoir, il faudra l'inscrire sur l'acte de naissance, ou quelque chose comme ça. Et là, il m'a dit, c'est moi. Je suis désolé. J'ai répondu, toi ? Et il a dit, oui, quand on était en vacances en famille et qu'on a dû partager une chambre parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour en prendre 2, je t'ai fait ça pendant ton sommeil. J'ai paniqué, j'ai éclaté en larmes, je comprenais plus rien. Et soudain, j'étais en train d'accoucher. Le bébé est sorti, mais c'était une version miniature et ratatinée de moi-même quand j'avais environ 6 ans, avec un corps tout tordu et des yeux énormes comme ceux d'un insecte. Ma mère est arrivée et a dit « Oh, il te ressemble tellement, et un peu à ton père aussi. » Puis la scène a changé. J'étais dans une autre pièce, j'ai trouvé un sac. J'ai mis le bébé dedans avec l'intention de l'étouffer. Puis j'ai été prise d'un énorme sentiment de culpabilité, je l'ai sorti, mais en voyant encore une fois son visage terrifiant, je l'ai serré contre moi jusqu'à ce qu'il meure. C'était comme si quelqu'un avait projeté un court-métrage obscur directement dans mon esprit pendant mon sommeil. Contexte, le rêve met en scène un protagoniste, un homme bedonnant, barbu, d'environ 40 ans, un peu à côté de ses pompes. On le suit en 3e personne, mais en ressentant aussi ses pensées, ses émotions. L'histoire se déroule dans un environnement urbain post-guerre, délabré, gris. La vie a repris son cours, mais sous une dictature socialiste rigide. C'est un homme discret, travailleur, enfermé dans une routine infernale entre son travail monotone dans une usine ou une entreprise, et sa maison vide. Il méprise certains collègues plus jeunes, qu'il trouve trop enthousiastes, trop naïfs. Il se pense au-dessus de ces imbéciles. La nuit, pourtant, un rêve le hante, il est un petit lapin, anxieux et triste, courant sans fin dans l'obscurité, sans savoir ce qu'il fuit, mais sachant pertinemment que s'arrêter serait sa perte. Un jour, pour une raison quelconque, peut-être que sa voiture est tombée en panne et qu'il n'a pas les moyens de la réparer, il est contraint de prendre les transports en commun. Il descend donc dans le métro, et doit poser ses affaires sur un tapis roulant, pour les faire passer sous un scanner. Le régime impose ce contrôle pour lutter contre le terrorisme réactionnaire. Il est maladroit, perdu dans ce processus auquel il n'est pas habitué. Un jeune collègue, qui travaille dans la même entreprise, arrive alors et l'aide gentiment, tout en le pressant car ils sont en retard. Dans le wagon, ils s'assoient côte à côte. Le garçon tente d'engager la conversation, mais l'homme répond à peine. Rien que son apparence suffit à l'agacer, il était probablement noir, ou appartenant à une autre minorité ethnique. Mais un détail attire malgré tout son attention, le garçon porte une étrange boîte. Curieux, il le questionne,
et le garçon ouvre fièrement la boîte, à l'intérieur, un gâteau au chocolat, lait, peu appétissant. L'homme grimace. Le garçon explique qu'il a obtenu ce gâteau en rendant service à un boulanger local chaque semaine, un collègue apporte quelque chose à partager avec l'équipe, c'était son tour. Ils descendent à leur arrêt. Il leur faut maintenant prendre un bus, et l'homme dépend entièrement du garçon pour s'orienter. Sur le chemin, le jeune lui parle des collègues qui le retrouveront dans le bus, notamment 2 d'entre eux. Son superviseur, qu'il décrit comme sévère, mais fiable. Et son meilleur ami, étrange, parfois grognon, mais gentil si on sait comment lui parler. L'homme reste silencieux, étonné par tant d'enthousiasme, lui, il n'a rien demandé, il s'en fiche. Ils ratent leur bus. Le garçon propose alors de lui faire visiter les environs en attendant le prochain. Il marche dans un quartier misérable, sale, qu'il a toujours évité. Le garçon, lui, connaît parfaitement le coin. En se retournant, il remarque 2 hommes derrière eux, qui les observent d'un air louche. L'homme est inquiet d'un potentiel vol. Le garçon, lui, semble amusé. Il décide de rebrousser chemin, passe juste à côté des types, et entre dans un café. L'homme, nerveux, le suit sans un mot. Le garçon commande à manger pour 2. Les 2 hommes sont dehors, accoudés à la porte, en train de fumer. Au moment de payer, le garçon fonce vers la porte opposée. Dans la panique, le serveur le poursuit. En même temps, le garçon vole les portefeuilles des 2 types et s'enfuit. L'homme, hébété, le suit encore. Des gardes se lancent à leur poursuite. L'homme n'est pas assez rapide, pas assez agile. Le garçon les mène dans une cachette, un ancien port abandonné, où l'eau a disparu depuis longtemps. Il monte à bord d'un énorme bateau rouillé, posé sur la terre craquelée d'un ancien canal. Il s'enfonce jusqu'à la dernière salle, accessible uniquement en descendant par une corde. En descendant, l'homme voit une immense paroi vitrée qui donne sur l'extérieur, une étendue désertique là où autrefois s'étendait la mer. C'est sinistre. Désolé. Mais aussi fascinant. Suspendu à la corde, il entend les gardes les rattraper. Ils attrapent le garçon et le rouent de coups. Quand l'homme est arrêté à son tour, le garçon est déjà mort. Il y a un procès. Bien sûr, truqué. Le régime punit sévèrement. Il est condamné à une lobotomie. Le petit lapin est maintenant pris à la gorge par un chien anthropomorphe. Il l'étrangle jusqu'à l'étouffement. Puis lui arrache un bout du crâne d'un coup de griffe et commence à dévorer son cerveau par l'ouverture. L'homme est allongé sur un lit d'hôpital, des bandages sur la tête, le regard perdu au loin. Le lapin, quant à lui, se retourne. Il a une grande cicatrice sur la tête. Mais il n'a plus peur. Plus d'angoisse. Il sautille, joyeux, dans un champ ensoleillé. Début août, alors que je vivais une forte période de dysphorie de genre, je suis un mec trans, et que j'étais coincé chez ma mère abusive, j'ai fait un cauchemar dans lequel j'étais littéralement en enfer. Ce lieu avait l'apparence de l'ancienne maison de mes grands-parents, celle qu'il habitait avant que mon grand-père ne décède l'année dernière. La maison paraissait à la fois plus grande que dans mes souvenirs, abandonnée, et pourtant dans un état impeccable. C'était étrange. Et puisque c'était l'enfer, évidemment, le diable était là. Je ne me souviens plus exactement de son apparence, mais il était à la fois d'une beauté troublante et d'une obscénité insoutenable. Il y avait en lui quelque chose de tellement sale que ça me donnait la nausée. On avait une sorte de conversation, et à un moment, il m'a dit qu'il pouvait réaliser mes pires cauchemars. C'est alors qu'il a transformé mon corps en un corps féminin. Je sentais mon intelligence diminuer, comme si mon QI chutait peu à peu, jusqu'à ce que je ne sois plus capable de penser clairement. C'était comme un lavage de cerveau. Il m'a posé une question très simple, un truc du genre, combien de jours y a-t-il dans une semaine? Et tout ce que j'ai su faire, c'était glousser bêtement. Il a dit quelque chose comme, c'est ça que j'aime entendre. Puis il m'a forcé à lui faire une fellation. Je me souviens encore de ces mots,
de ses gestes et de la sensation physique d'un pénis dans ma bouche. Je me suis réveillé en sueur, complètement terrifié. C'était l'un des pires cauchemars que j'ai jamais fait. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai l'impression qu'il a changé quelque chose en moi. Ma dysphorie est devenue insupportable, au point de provoquer des douleurs physiques, en plus de la souffrance mentale. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est cette obsession bizarre que j'ai développée pour le diable. Je me mets à chercher des émissions chrétiennes comme Superbook, juste pour voir les scènes où Satan apparaît. Je me sens sale, comme si j'étais un monstre. Et ce qui me terrifie, c'est que je ne réagis plus avec la même panique qu'avant. J'ai presque l'impression d'être OK avec cette obsession, et je déteste ce sentiment. Une part de moi hurle intérieurement, « Réveille-toi, arrête, sors de là », mais je n'y arrive pas. Comment un seul cauchemar peut-il effacer tout ce que je suis? Est-ce un signe que je vais en enfer? Je veux juste des réponses. Je veux sortir de ça. J'ai l'impression d'être à nouveau dans une relation abusive, mais avec quelque chose qui vit dans ma tête. Je veux partir, je veux m'échapper mentalement, mais c'est si dur de m'autoriser. Je ne sais plus quoi faire. Je veux juste retrouver qui j'étais avant. Quand j'étais adolescent, je faisais des terreurs nocturnes. Je n'étais pas particulièrement populaire au collège, et j'avais beaucoup d'anxiété autour des relations sociales. Dans ce rêve, j'étais invité à une fête dans une maison, et j'étais tellement heureux d'y aller, de me sentir enfin accepté par mes camarades. La fête avait lieu dans une grande maison victorienne ancienne, avec un large escalier central et des tonnes de chambres. Tu sais, dans les rêves, on a souvent l'impression de reconnaître des gens ou des lieux sans que ce soit vraiment eux. Eh bien, dans ce rêve, ce n'était pas comme ça. C'était vraiment ces personnes. C'était vraiment cette maison. Et dans le rêve, c'était la réalité. Tout ça se passait pour de vrai. Au cours du rêve, on a commencé à entendre des bruits étranges, des voix provenant de pièces de la maison où il ne devrait y avoir personne. Comme dans un vrai film d'horreur, on a décidé de se séparer par groupe de 2 pour explorer les pièces. Je suis allé dans un coin reculé du 2e étage avec une fille nommée Amy, dont j'étais secrètement amoureux. On entendait les bruits venir d'une pièce, mais c'était comme si on devait y entrer. Comme si on n'avait pas le choix. Dès qu'on est entré, l'atmosphère a changé. La pression de l'air a chuté. Les lumières ont vacillé, puis se sont éteintes. Un vent soudain s'est levé, presque assez fort pour nous faire tomber. Amy était derrière moi. Elle a commencé à hurler. Je me suis retourné et je l'ai vue s'élever dans les airs, comme soulevée par une force invisible. Sa tête a commencé à se tordre sur le côté. Elle luttait, mais c'était trop fort. Je me suis précipité pour l'attraper, pour la tirer vers le sol, mais sa tête a continué à tourner, à un angle de plus en plus horrible. Les muscles, les tendons, la peau, tout s'est mis à craquer. Sa tête s'est complètement arrachée de son corps dans une gerbe de sang, de chair et d'os. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Dans mon expérience, la plupart des rêves s'arrêtent après un moment de choc comme ça. Mais celui-ci, non. Son corps sans tête est tombé au sol, et le vent s'est calmé. Il n'y avait plus que moi, pétrifié, incapable de faire quoi que ce soit, obligé de fixer son cadavre. Je suis resté là longtemps, jusqu'à entendre d'autres hurlements dans une autre partie de la maison. J'ai couru jusqu'à une salle de bain et j'ai vu que la même chose allait arriver à une autre fille. Jenny, elle avait toujours été gentille avec moi. Son corps s'est élevé lui aussi, et j'ai dû assister à nouveau, impuissant, à son exécution atroce. Les événements se sont accélérés. D'autres amis ont commencé à crier, à s'élever dans les airs, à se faire décapiter un par un. J'étais couvert de sueur, haletant, paralysé par une terreur absolue, incapable de bouger. Je les entendais tous hurler jusqu'à leur dernier souffle, et je ne pouvais que regarder, figé, pendant que leur tête se faisait lentement arracher. Puis j'ai été seul. Seul dans cette maison. Entouré des corps de mes amis. L'air est redevenu lourd. Les lumières ont vacillé, puis se sont éteintes.
Et j'ai senti ma propre tête commencer à se tordre. J'ai lutté de toutes mes forces, j'ai essayé de résister, de retenir, de repousser cette chose invisible qui me prenait. Mais j'étais impuissant. Paralysé. La douleur s'est répandue dans tout mon corps, comme une onde, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une fontaine de douleur. Et j'ai hurlé en me réveillant, d'un seul coup, en me redressant violemment, les mains accrochées à mon cou. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais sur le canapé, chez moi. Il n'y avait pas de fête. Pas de maison victorienne. Mes amis n'étaient pas morts. Mais ils l'avaient été. C'était vraiment arrivé. Chaque respiration, chaque mouvement de muscle, chaque cri, tout était réel dans le rêve. J'ai fait d'autres terreurs nocturnes. Mais aucune n'a jamais atteint ce niveau. J'adore Harry Potter, donc naturellement, je voulais voir les films dès leur sortie. J'avais prévu d'aller voir le deuxième film Les Animaux Fantastiques pendant ma grossesse, mais mon fils a décidé d'arriver un peu plus tôt que prévu. J'ai finalement pu voir le film une semaine après sa naissance. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne veulent pas de spoiler, arrêtez votre lecture ici. Dans le film, il y a 2 scènes tragiques impliquant un bébé et un tout-petit. Celle du bébé qui se noie m'a bouleversé. Pendant des mois après ça, j'ai fait le même cauchemar, mon fils était sous l'eau, en train de couler lentement, tendant les bras vers moi. Et moi, j'essayais désespérément de nager vers lui. Mais plus je nageais, plus il s'éloignait vers le fond. Je me réveillais en hurlant. J'ai déjà fait des paralysies du sommeil, des terreurs nocturnes, tout ça. Mais je préférerais subir tout ça en boucle plutôt que de revivre ce cauchemar encore une fois. C'était un rêve récurrent que je faisais quand j'avais environ 8 ans. J'étais à l'école, à l'heure de la sortie, et ils étaient en train de faire monter les élèves dans les bus. Quand je suis monté dans le mien, une espèce de créature, un truc ressemblant à une pieuvre, m'a attaqué depuis le sol du bus. Je l'ai piétinée jusqu'à ce qu'elle meure, puis j'ai couru hors du bus. Je suis tombé sur une amie qui était aussi ma babysitter, et on a décidé de rentrer à pied ensemble. Quand j'arrive à la maison, toutes les portes sont fermées à clé, sauf les portes de la cave, les fameuses portes extérieures en métal. Je trouve ça bizarre que ma mère ne soit pas là à mon retour de l'école, mais comme c'est la seule façon d'entrer, je passe par là. J'ouvre les portes de la cave et commence à descendre les escaliers, quand je la vois. Une sorte de femme monstre démoniaque, avec une tête énorme et plusieurs rangées de dents pointues. Elle est en train de dévorer mon petit frère. Je suis son grand frère, et je suis protecteur. Immédiatement, je bascule en mode rage. Je vois une corde qui pend du plafond, apparemment, alors je la saisis et me jette sur elle façon Tarzan pour venger mon frère. Mais elle m'attrape en plein vol, d'une seule main, et me plaque au sol. Elle me dit à quel point mon petit frère était délicieux, et qu'elle va me manger aussi. Mais elle ne sait pas encore par où commencer. Finalement, elle décide, on va commencer par les poumons. Et là, je me réveille. Je suis né avec de l'asthme, alors je pense que c'est de là que vient l'histoire des poumons. J'ai fait ce cauchemar encore et encore, pendant presque 1 an, puis il a fini par disparaître. Pour une raison que j'ignore, je dormais dans le lit de mes parents au lieu du mien. Je me souviens d'avoir traversé la maison, toutes les lumières étaient éteintes mais tout le monde était réveillé et se préparait. Il faisait noir comme dans un four. J'ai traversé la cuisine, descendu les marches près de ma chambre, puis je suis sorti par la porte à l'arrière, juste à côté. Dès que je l'ai ouverte, un éclair de lumière m'a aveuglé et des extraterrestres se tenaient là. Oui, ceux qu'on imagine toujours, avec leurs grandes têtes et leurs yeux noirs. Ils m'ont attrapé et j'ai hurlé. Mais j'ai vraiment crié, pour de vrai, et j'ai fichu une de ces peurs à mes parents. Je ne leur ai jamais raconté ce que j'avais vu dans ce cauchemar. Je me souviens aussi avoir regardé Vendredi 13 et avoir été terrifié à l'idée de m'endormir. Je traînais mon matelas jusqu'à la chambre de mes parents pour dormir par terre.
J'ai fait des rêves vraiment tordus et terrifiants quand j'étais gamin. C'est arrivé la nuit du réveillon de Noël. J'étais allé me coucher super tôt, vers 19h, et je me suis réveillé à 1h du matin. Évidemment, je n'avais rien d'autre à faire que d'essayer de me rendormir. J'ai fermé les yeux, mais je ne me souviens pas de m'être endormi. Ma sœur a ouvert la porte de ma chambre, un objet dans une main et son chien dans l'autre. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là et elle m'a répondu qu'elle avait ouvert un de ses cadeaux et voulait me montrer ce qu'elle avait eu. Elle a commencé à s'installer dans mon lit malgré mes protestations. C'était vraiment angoissant, sans que je sache trop pourquoi. Puis je me suis réveillé. Enfin, je croyais. J'ai tendu la main vers mon téléphone, posé sur le lit, pour regarder l'heure. Je ne me souviens plus exactement de l'heure qu'il était, mais je me rappelle que la batterie était presque vide. Alors je me suis tourné pour attraper mon chargeur de l'autre côté. Je l'ai branché, mais mon téléphone m'a échappé des mains et le fil du chargeur s'est retrouvé autour de mon cou. D'un coup, il s'est mis à se resserrer et à me tirer hors du lit. Je sentais l'air me manquer, je glissais lentement hors du matelas. Et c'est là que je me suis vraiment réveillé. J'ai aussi déjà rêvé que j'avais un accident de voiture avec quelqu'un que je connaissais. Dans le rêve, pour exprimer à quel point j'étais mal, j'ai fait semblant de me tirer une balle dans la tête. Mon amie n'a pas du tout aimé ça et a voulu me montrer ce que ça faisait vraiment. Elle avait une sorte de pistolet étrange, qui tirait comme un vrai mais ne tuait pas. Elle m'a attrapé, m'a collé le canon sur le ventre et a tiré. Le pire, c'est que je l'ai ressenti. Je l'ai senti dans mon sommeil comme si c'était réel. Ça faisait mal. Une douleur vive, mêlée de brûlure, de lourdeur, comme si un boulet de canon m'avait explosé le ventre. C'était tellement intense que je m'en souvenais encore en me réveillant. Mon cauchemar se déroulait à la campagne. Pas grand monde, pas de remue-ménage. J'avais été kidnappé et emmené dans une maison perdue au milieu de nulle part, entourée uniquement d'herbe à perte de vue. Pas un arbre, pas un animal, rien d'autre que de l'herbe. Une petite maison plutôt modeste trônait en plein centre. Quand on m'a fait entrer, un homme d'environ 30 ans se trouvait dans la salle à manger, en train de prier. Mais ce n'était pas une prière ordinaire comme on pourrait l'imaginer. Il priait les personnes qui étaient mortes dans cette maison. Il avait peur qu'elles lui fassent quelque chose encore une fois. La salle à manger était sur la gauche. La salle de bain se trouvait à peine à 1 mètre de l'entrée principale. Le salon, lui, était sur la droite. Une maison toute petite, chaleureuse, typiquement campagnarde. Une femme était assise dans le salon, installée sur le canapé, regardant la télé. Mon rêve n'était pas assez précis pour que je sache ce qu'elle regardait, mais je savais qu'elle fixait l'écran. Les ravisseurs m'ont fait asseoir à côté d'elle. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je suis resté là, à regarder la télé avec elle. C'était le genre de maison où l'on sentait la présence d'esprit. L'atmosphère était horrible. Puis j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. La pièce était minuscule. En entrant, il y avait les toilettes sur la droite, le lavabo sur la gauche. C'est tout. On pouvait à peine tenir debout entre les deux. Il y avait des miroirs au-dessus des toilettes et du lavabo. Je me suis assis, les paumes contre le front. Et tout à coup, tout est devenu noir. Un noir total, un silence pesant. Je pouvais sentir les battements de mon cœur, aussi bien dans mon rêve que dans la réalité. Du sang s'est mis à couler de toutes les fissures et les coins du plafond. C'était d'une horreur viscérale. Des bras et des mains pâles, avec un vernis rouge vif comme je n'en avais jamais vu, ont commencé à agripper mes genoux. J'ai entendu une voix de femme, chuchoter, faible, dire « Tu nous trouveras là où tu t'y attends le moins ». Personne ne me parlait directement, je ne voyais aucun visage. C'était comme si la voix sortait d'un haut-parleur dans la salle de bain. Puis je me suis réveillé. Je suis allé directement aux toilettes. Étrangement, ça ne m'a pas fait peur, mais je n'ai pas pu me regarder dans le miroir. J'ai fondu en larmes. C'était,
Je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.